Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter un outil d'observation, la validité de construire d'un outil d'observation systématique des fonctions exécutives en contexte éducatif de la petite enfance. Donc, je vais vous parler en fait du processus de validation qui a été mené dans le cadre de ce projet-là. C'est bien humblement que je vous présente aujourd'hui. Donc, les analyses de validité n'ont pas encore été présentées. Tout à l'heure, Noémie en a glissé un petit mot qu'on avait utilisé une grille d'observation des fonctions exécutives et que c'est un projet en cours. Mais je dirais que les analyses sont pas mal toutes réalisées en ce qui concerne la validation de construit de l'outil. Donc, c'est ce dont je vais vous exposer aujourd'hui et vous parler en fait des avantages et des limites d'une telle démarche. Donc, je m'intéresse aux fonctions exécutives depuis quand même plusieurs années, en fait, depuis ma thèse doctorale. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à cette forme d'habileté-là, donc sur le plan cognitif? Noémie en a quand même un peu mis la table tout à l'heure avec ta présentation. Je trouvais ça fort intéressant pour que je puisse un peu faire du pouce avec celle-ci. En fait, il y a des liens qui ont été démontrés à travers certaines méta-analyses, certains travaux aussi en lien avec les habiletés de tous les domaines du développement global de l'enfant. En fait, les fonctions exécutives mesurées pendant la petite enfance, c'est considéré comme un vecteur des apprentissages et du développement global de l'enfant. Ça sera un peu la fondation, en fait, sur laquelle repose chacun des domaines du développement global. Donc, il y a des liens qui ont été rattachés, en fait, avec les habiletés sur le plan moteur, sur le plan social, affectif, langagier, sur le plan cognitif en général. Donc, on peut voir l'importance à y accorder dès la petite enfance. Elles sont d'ailleurs reconnues maintenant dans le programme SIC à l'éducation préscolaire. Dans le programme Accueillir la petite enfance également, on rapporte donc l'importance des fonctions exécutives. Et pourquoi l'âge préscolaire? Ben en fait, lorsqu'on regarde la trajectoire développementale de ces habiletés-là, on peut voir qu'elles émergent dès la naissance et qu'elles vont progresser jusqu'à l'âge adulte. Mais dans cette trajectoire développementale-là, il y a des périodes qu'on dit plus sensibles, dont l'âge préscolaire, en raison donc de la maturation accélérée des aires cérébrales qui les supportent, où siègent en fait les habiletés de fonction exécutive. Donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'y intéressent, notamment chez les enfants d'âge préscolaire. En fait, on reconnaît l'importance de les reconnaître à ce moment-là pour être en mesure de les soutenir, notamment en contexte éducatif. Donc, je vais vous parler de la mesure des fonctions exécutives. Oui, on les reconnaît, mais comment est-ce qu'on peut arriver à les mesurer? Donc, en fait, une revue systématique récente en 2022 qui a été menée par Silva et ses collaborateurs, entre autres, il y a d'autres travaux qui ont vraiment recensé les outils existants de la mesure des fonctions exécutives chez les enfants toujours d'âge préscolaire. Et en ce moment, ce qui est le plus souvent utilisé par les chercheurs, c'est d'abord des échelles d'évaluation, donc des questionnaires rapportés en fait par un adulte qui connaît bien l'enfant, donc soit le parent, la personne éducatrice ou la personne enseignante. Le BRIEF-P, c'est la mesure qui est utilisée dans à peu près le 2/3 des études qui portent sur les habiletés de fonctions exécutives chez les enfants d'âge préscolaire. On retrouve aussi les tâches standardisées. En fait, des tests de performance. Donc, en fait, ce sont des échelles. Tout à l'heure, Julie, tu parlais d'échelles normalisées, donc où on va justement aller passer un test. Ça va en fait permettre d'aller mesurer les habiletés, d'attribuer un score brut de performance à l'enfant, donc dans un environnement contrôlé. J'ai utilisé plusieurs tests de ce genre dans le cadre de ma thèse de doctorat il y a plusieurs années maintenant. Mais en fait, c'est par exemple de prendre un enfant. Moi, je m'intéressais aux habiletés en contexte éducatif et j'invitais les enfants participants dans la classe à me suivre dans le local adjacent à la classe. Et là, dans un environnement où il n'y avait pas de distraction, environnement contrôlé, je passais des tests donc sous forme de jeu aux enfants. Par exemple,
le test jour-nuit. Donc, devant l'image d'un soleil, l'enfant devait dire le mot nuit, et devant l'image d'une lune, il devait dire le mot soleil, devait dire le mot jour, pardon. Donc, pour aller mesurer les capacités d'inhibition chez l'enfant. Ce genre de mesures-là ont démontré leur avantage, donc la validité est prouvée notamment, mais il y a différentes critiques qui sont formulées à l'égard de ces outils-là. Lorsqu'on pense, par exemple, aux échelles rapportées, en fait, aux mesures, aux questionnaires rapportés par les adultes, on peut voir des biais de perception. Et lorsqu'on parle, par exemple, du BRIEF-P, ben souvent, il y a des chercheurs qui tendent à dire qu'on va davantage aller décoder, en fait, les dysfonctionnements exécutifs chez les enfants. Même qu'il y en a qui disent que ça permet plus d'aller voir des difficultés comportementales de l'enfant qui va manquer d'inhibition. Donc, au lieu de focaliser sur les potentialités de l'enfant, on va plus aller voir les manques, en fait, de l'enfant. Et lorsqu'on parle de tests de performance dans un environnement qui est contrôlé, où il n'y a pas justement de distraction, ben on voit en fait qu'il y a une faible validité écologique. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'on peut voir dans l'environnement contrôlé par l'expérimentateur est vraiment transférable à l'environnement naturel dans lequel l'enfant évolue? Lorsqu'il y a du bruit, lorsque d'autres enfants qui sont autour de lui, est-ce que l'enfant va être en mesure de mettre en place les mêmes habiletés de fonction exécutive? Donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui suggèrent en fait de miser davantage sur l'observation systématique des habiletés de fonction exécutive, en fait, de développer des outils de mesure qui ont une validité écologique éprouvée pour mieux comprendre comment ils se déploient dans un contexte qui est naturel, qui est non contrôlé, et comment, ultimement, ben, l'adulte pourrait les soutenir et mettre en place des contextes par excellence, en fait, pour que l'enfant puisse les mobiliser. En ce sens-là, ben, l'observation directe, ça représente une piste prometteuse pour mieux comprendre comment se manifestent les habiletés de fonction exécutive. Donc, l'idée, c'est davantage d'axer sur le processus, la façon dont l'enfant va aller manifester ses habiletés, au lieu d'axer sur le résultat, comme par exemple les tests de performance qui permettent d'attribuer un résultat, donc justement, ça le dit en fait, un score de performance en lien avec la tâche qui a été attribuée à l'enfant. Donc, en fait, c'est ce dont il a été question dans le cadre du projet. C'est un projet qui découle, en fait, de plusieurs demandes de subventions. Donc, au départ, un projet FRQSC nous a permis de mettre en place une grille d'observation qui a été utilisée comme un pilote, en fait, dans le cadre d'un projet précédent. Et par la suite, un projet du CRSH a permis de créer la grille d'observation des fonctions exécutives de l'enfant en contexte éducatif de la petite enfance. Je l'ai dit au CRIFPA la semaine passée, mais là, l'acronyme que j'ai trouvé pour l'instant, c'est le GOF. La GOF, c'est le meilleur acronyme que j'ai pu trouver pour l'instant. Si vous avez des idées, je suis preneuse, mais c'est quand même un long titre, donc je l'appelle affectueusement la GOF pour l'instant. Dans le cadre du projet CRSH, donc la grille a d'abord été validée sur le plan du contenu. Donc, c'est-à-dire que, je vais vous la présenter de façon succincte tout à l'heure. Donc, il y a des composantes, des sous-composantes qui y sont rattachées et des indicateurs comportementaux pour chacun des éléments d'observation qu'on va aller examiner, en fait, auprès de l'enfant. Et pour aller justement évaluer le contenu de cette structure théorique-là, il y a un comité de juges experts, donc 5 juges experts qui sont reconnus dans le champ des fonctions exécutives chez les jeunes enfants, qui ont évalué selon 3 tours. En fait, c'était une étude Delphi, donc à l'aide de 3 tours d'observation. C'est vraiment un processus très rigoureux qui a été mis en place. Ils ont pu donc se manifester, évaluer la grille sur le plan quantitatif, sur le plan qualitatif. En fait, on a fait les analyses par la suite. Et ça nous a amené à avoir un outil qui a été validé sur le plan du contenu, qui a ensuite été utilisé auprès d'un grand échantillon d'enfants. Et là, la suite de ce projet-là, c'était d'examiner les propriétés psychométriques de l'outil et d'évaluer la validité de contenu. Donc, c'est ça dont je vais m'attarder aujourd'hui. La méthode, ben en fait, c'est la même collecte plus large là, dont Noémie faisait référence tout à l'heure. Donc, 312 enfants qui ont été observés dans le cadre du projet avec la grille d'observation. À peu près moitié-moitié garçons-filles, donc 154 filles, 145 garçons qui étaient âgés en moyenne de 5 ans et demi, donc 5 ans, 6 mois. Il y avait 109 enfants qui fréquentaient un CPE.
et 203 qui se trouvaient dans une classe d'éducation préscolaire, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans. Il y a 3 assistants de recherche qui ont effectué les observations a posteriori. En fait, donc, comment ça fonctionne? L'outil d'observation, on fait des captations vidéo dans des contextes initiés par l'enfant. Là, c'était ce qui était prévu dans le cadre de cette collecte-là. Donc, l'enseignante organisait la classe comme elle le souhaitait. En fait, il n'y a rien qui était changé dans l'environnement de classe. La consigne qui était donnée, c'est que nous, quand on venait dans la classe, on s'assurait de filmer au moins 30 minutes de jeu initié par l'enfant pour chacun des participants. Donc, pour les 312 enfants. Et les observations, donc la cotation a été faite à partir de ces 4 composantes-là et ces 10 sous-composantes-là. Donc, c'est-à-dire que l'inhibition de la mémoire de travail, la flexibilité cognitive, petite mention, ce sont 3 composantes de fonctions exécutives qui sont jugées comme étant les principales. Sur le plan théorique, ce sont les 3 composantes qui reviennent toujours dans les travaux. Et à ça, on peut voir certaines composantes d'ordre supérieur, dont la planification, organisation. Et ces 4 composantes-là se trouvent dans les 2 programmes éducatifs également que j'ai cités tout à l'heure, qui guident justement la pratique des éducatrices et des enseignantes auprès des enfants d'âge préscolaire. Donc, il y a 10 sous-composantes qui sont rattachées à ces 4 composantes-là de la grille d'observation. Et donc, les analyses ont été faites à partir de cette structure-là. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tous les indicateurs comportementaux, tout ce qui concerne davantage de façon plus fine la grille d'observation, vous pourrez m'écrire, ça me fera plaisir de vous la partager. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la fidélité de l'outil. Donc, on a mesuré, on s'est questionné à savoir est-ce que les éléments qui composent chacune des échelles, chacune des composantes, est-ce qu'il y a vraiment un degré de cohésion? Je vais vous présenter aussi la fiabilité des observations, donc l'accord entre les interjuges, la validité du construit, analyse factorielle exploratoire, qui a été menée, et analyse de validité convergente et divergente, et terminée par l'analyse validité, discriminante selon les contextes éducatifs. Donc, d'abord, lorsqu'il est question de fidélité, ici, c'est vraiment le degré de précision et de constance des scores. Donc, 10 sous-composantes, je vous le rappelle, qui sont rattachées à la grille d'observation. Et plus un instrument est fidèle, moins il contient d'erreurs de mesure. Donc, plus le score observé représente la manière dont l'enfant a bel et bien manifesté ses habiletés dans la situation qui est observée. La grille, comment elle est utilisée, donc c'est à un seul moment. Donc, c'est pas la séquence dans le temps qu'on va aller observer. Donc là, c'est vraiment une photo qu'on va prendre du moment dans la situation observée, à quel point l'enfant a manifesté ou non des habiletés. Ça veut pas dire que l'enfant n'a pas d'habileté d'inhibition, par exemple, dans son bagage, dans son coffre à outils en lien avec les fonctions exécutives. Mais ça veut dire que dans la situation qui a été observée, là, par exemple, on en a vu de telle façon ou on n'en a pas vu. Donc, c'est vraiment une capture, une photo qui est prise à ce moment précis. Il y a différentes méthodes qui sont utilisées pour tester la fidélité d'un outil, dont la méthode de cohérence interne, qui s'agit d'une méthode d'estimation de la fidélité qui donne un coefficient. Donc, ici, ce qui ressort en fait comme résultat en lien avec la méthode d'estimation de la fidélité, donc on peut aussi parler d'homogénéité des scores. Donc, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était d'aller observer, d'aller mesurer le degré de cohésion des items qui se rattachent donc aux composantes de l'instrument. En fait, dans la même composante, les items qui sont associés devraient être corrélés entre eux. Donc ici selon les travaux 0.7 c'est considéré comme un degré acceptable de cohérence et on peut voir donc les scores pour chacune des composantes de la GOF. On peut voir que les coefficients varient entre 0.79 et 0.81 et pour l'ensemble des composantes de la grille, on peut voir donc une cohérence interne de 0.81. Donc ça signifie en fait qu'on peut voir une bonne fidélité en lien avec l'outil d'observation, les composantes qui y sont rattachées, les sous-composantes. Ensuite, pour la fiabilité interjuge, en fait, je vais revenir tout à l'heure, mais un protocole
doit être vraiment mis en place de façon rigoureuse lorsqu'on utilise un outil d'observation systématique de cette façon-là. Même chose pour le class in class, un peu comme les outils que vous avez parlé tout à l'heure. Et là, on voulait voir justement dans le cadre de ce projet, 3 personnes ont observé les 312 enfants. Ces personnes-là avaient été formées, accréditées avant la collecte de données, mais est-ce que les mêmes évaluateurs, en fait, est-ce que les évaluateurs différents sont en mesure de voir les mêmes manifestations de fonctions exécutives chez les enfants? Donc, en fait, on a voulu aller mesurer le degré de consensus entre les observateurs. Pour ce faire, il y a 79 enfants qui ont été retenus sur l'échantillon de 312, donc environ 30% de l'échantillon, comme le recommandent différents auteurs. Et les données ont montré une corrélation intraclasse de 0,76 pour l'ensemble de l'outil, ce qui correspond en fait à un bon accord interjuge. Plus on se rapproche de 1, plus on est à un score parfait finalement. Donc, l'accord interjuge confirme qu'il est possible d'appliquer l'ensemble de codes mutuellement exclusifs et exhaustifs pour l'ensemble de la GOF. Donc, ça contribue encore une fois à la validité de l'outil. Par la suite, une analyse factorielle exploratoire a été menée. Ici, c'était pour aller voir en fait de quelle façon les composantes, de quelle façon les items qui finalement sont rattachés à la GOF peuvent être finalement réunis en le moins de facteurs possible. Donc, l'idée, c'est d'aller voir, de classer les items dans chacune des dimensions, dans différents facteurs. En fait, ça permet de vérifier si les items d'un instrument psychométrique se regroupent en cohérence avec les échelles qui sont prévues sur le plan théorique notamment. Et les analyses ont été ici effectuées avec SPSS. On a utilisé une rotation Oblymine qui permet donc de réduire le nombre de variables d'une matrice de données en le moins de facteurs possible, en fait en le plus petit nombre de facteurs possible, pour aller mieux définir donc les items qui sont rattachés à la grille. Donc ici, dans les analyses, c'est un modèle à 2 facteurs qui est ressorti lors des analyses et le nombre de composantes ou de facteurs a été choisi en fonction des valeurs propres supérieures à 1. Pour chaque item qui a été attribué en fait à la composante dans laquelle le coefficient de corrélation, de saturation, était le plus élevé. En fait, je vais vous les montrer tout de suite. Ça va être plus parlant. En fait, pour les deux composantes qui sont ressorties, si vous voyez en gris ici, c'est les 3 formes d'inhibition, les 3 premières formes d'inhibition qui sont ressorties avec la flexibilité cognitive. Ici, on regarde pour la deuxième composante, il y avait l'inhibition cognitive, les 3 formes de mémoire de travail et la planification organisation. Donc, l'idée, c'est d'aller rattacher, d'aller trouver, en fait, les items qui sont les plus près de 1 ensemble et ceux qui loadent, en fait, dans l'une ou l'autre des composantes. Il y avait un petit souci avec l'inhibition cognitive, c'est celle-ci, donc je vais vous reparler plus tard dans la discussion, mais elle avait envie de charger, de loader dans les 2 composantes, mais elle était plus forte dans la composante 2, mais quand même, c'est comme si elle pouvait être à la fois à la composante 1 et dans la composante 2. Donc, c'est elle qui nous a le plus amené un peu de questions sur le plan théorique. Puis en même temps, ça confirmait quand même ce qu'on avait déjà décortiqué, si je pourrais dire, dans les écrits théoriques en fonction de la trajectoire développementale de l'inhibition chez les enfants. Pour la validité, ensuite, en lien avec l'analyse factorielle, en fait, on est allé voir la validité convergente et divergente ici, qui permet d'aller vérifier, en fait, si les items d'une même composante se ressemblent plus que les items de l'autre composante et de vérifier si les items des composantes distinctes sont bel et bien différentes de la composante à laquelle on s'attarde. Donc, si les données ont été examinées à l'aide des corrélations de Pearson, ça démontre que pour la première composante, sont bel et bien tous reliés entre eux et le taux de succès est de 100%. Donc, on voit une belle validité convergente, divergente. Pour la deuxième composante, c'est encore avec l'inhibition cognitive ici qu'on voit en fait qu'il y a un problème potentiel qui survient. Mais la validité convergente de cette composante-là, de cet item-là, était bon en fait. Donc, en fait, le succès est considéré quand si on regarde les indices de validité convergente, le succès peut quand même être considéré, mais c'est comme il y a un problème potentiel qui est au seuil de 5% pour l'inhibition cognitive qui ressortait à ce niveau.
Par la suite, on a vérifié avec la validité discriminante. Je trouve ça intéressant parce que les propos tout à l'heure étaient déjà rattachés un petit peu à cette forme en lien avec le contexte, en fait. Parce que là, maintenant qu'on a notre analyse, maintenant qu'on a nos deux composantes, on a voulu aller voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est allé vérifier autant dans les groupes de CPE. Donc, on avait 109 enfants qui étaient dans les groupes de CPE et on avait un peu plus de 200 enfants qui étaient dans les classes de maternelle. Donc, s'il était question d'aller analyser comment la grille d'observation se comportait selon les groupes dans lesquels les enfants ont été observés. Donc, on a discriminé en fait à l'aide des contextes éducatifs et à l'aide en fait de modèles linéaires mixtes. Donc, le groupe classe, donc les facteurs qui étaient rattachés à l'environnement, c'est le facteur aléatoire, le contexte éducatif, le facteur fixe. On peut voir que pour la première composante, 4 items, donc les 3 formes d'inhibition verbale, motrice et émotionnelle et la flexibilité cognitive, c'était pas significatif en lien avec les contextes éducatifs. Par ailleurs, pour la deuxième composante, donc les 6 autres items, il y a une différence significative qui est observée. Donc, c'est-à-dire que ici, on voyait que les enfants qui fréquentent une classe de maternelle présentent de meilleures habiletés en lien avec la deuxième composante en comparaison avec les enfants qui étaient en CPE. On va avec la discussion maintenant. Donc, en fait, tout ce qui est rattaché, notamment pour la forme d'inhibition, un peu les enjeux, les défis que ça a soulevé, justement, de créer, de mettre en place une grille d'observation de cette façon-là, donc sur le plan théorique, mais sur le plan aussi de la faisabilité, sur le plan méthodologique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a 2 composantes qui ressortent. La première composante, on réfère ici à l'inhibition comportementale, l'inhibition verbale, l'inhibition émotionnelle et la flexibilité cognitive. Et la deuxième composante, on parle de l'inhibition cognitive qu'on a modifiée. Je vais en parler par résistance à l'interférence, les 3 formes de mémoire de travail, donc sur le plan visuel, verbal, le rappel en mémoire et la planification organisation, qui réfèrent davantage à une forme complexe de fonction exécutive versus une forme plus simple de fonction exécutive pour la première composante. Donc, les réflexions qu'on a eues par rapport à l'inhibition cognitive, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette forme d'inhibition-là avait envie de charger dans les 2 composantes, mais le degré de saturation était plus élevé dans la deuxième composante. Il a donc été convenu de laisser à cet endroit-là, là où le coefficient était le plus élevé, malgré le fait que toutes les autres formes d'inhibition étaient quand même dans la première composante. Sur le plan théorique, ça nous a semblé cohérent en fait en fonction des différentes formes d'inhibition qui ont été conceptualisées par différents chercheurs. En fait, c'est comme si les chercheurs distinguent des différences sur le plan de la trajectoire développementale de l'inhibition. Il y a une certaine taxonomie de l'inhibition qui a été apportée par différents chercheurs sur le plan théorique. Par exemple, en fait, lorsqu'on regarde la plupart donc de Freeman qui ont abordé le sujet, Niggs également, il y a des travaux plus récents, il y a Bunch également en 2002 qui a proposé aussi une taxonomie de l'inhibition. Mais de façon générale, on voit 2 grandes catégories, 2 grandes familles, si je pourrais dire, en lien avec l'inhibition. Donc d'abord, l'inhibition de la réponse. C'est tout ce qui concerne le contrôle des actions verbales, des actions non verbales. Donc, c'est d'être en mesure de mettre en place. En fait, on peut vraiment voir la résistance un peu plus à l'impulsivité. Donc, l'idée de ne pas mettre en place une action qui est pas appropriée pour la situation qui est en cours, sur le plan donc verbal, sur le plan des actions motrices, sur le plan aussi des émotions. Et on retrouve la deuxième grande catégorie qui est la résistance à l'interférence. Et là, on réfère davantage au contrôle des pensées chez l'enfant. Donc, plus la résistance attentionnelle de l'enfant, contrôler son attention, contrôler ses pensées, rester engagé dans la situation sur le plan cognitif. Donc, c'est comme si les 3 formes d'inhibition qui étaient dans la composante 1, ici qui sont en bleu, c'était vraiment l'inhibition de la réponse. Sur le plan théorique, on peut les voir comme ça, que c'est défini de cette façon-ci. Et c'est pour ça que pour la deuxième composante, l'inhibition cognitive, on a modifié le nom pour la résistance à l'interférence parce que notre définition dans notre validité de contenu que je vous parlais tout à l'heure, la façon dont on définit, nous, l'inhibition cognitive réfère à la résistance à l'interférence. C'est comme si cette habileté-là à résister à l'interférence apparaît plus tard dans la séquence développementale. En fait, les premières habiletés d'inhibition sur le plan de inhibition de la réponse sont en fait
l'inhibition cognitive s'appuie sur les habiletés d'inhibition à la réponse pour être en mesure finalement de résister à l'interférence. C'est pour ça qu'on a aussi parlé de fonctions exécutives simples et de fonctions exécutives dites complexes. En fait, il y a différents chercheurs qui recommandent de considérer la complexité des processus cognitifs ici en lien avec la mesure des fonctions exécutives chez les jeunes enfants. Il y a des tâches. Tantôt, je parlais de tests de performance, de tâches qui vont permettre d'aller décoder notamment les habiletés de fonctions exécutives, notamment en lien avec l'inhibition. Et on peut voir donc une complexité, une gradation dans ces tâches-là. Les tâches qui sont dites d'inhibition simple, c'est souvent celles qui sont employées en fait. Ce sont des tâches vraiment qui vont permettre d'aller voir l'inhibition de la réponse, alors que les tâches d'inhibition complexes impliquent souvent d'autres habiletés, dont la mémoire de travail. Puis nous, dans la deuxième composante, l'inhibition, la résistance à l'interférence se retrouve dans la même composante justement que la mémoire de travail. Donc, pour réaliser des tâches d'inhibition dites complexes, l'enfant doit avoir développé des tâches d'inhibition dites simples. Donc, ça nous amène à considérer la trajectoire développementale de l'enfant. Une forme d'inhibition simple de la réponse est présente dès la première année de vie chez les enfants. Donc, dès 8 mois, on peut voir que les enfants sont en mesure, notamment sur le plan du contrôle moteur, de mettre en place différentes habiletés en lien avec l'inhibition dite simple, tandis que la capacité à performer à des tâches d'inhibition dites complexes fait seulement son apparition vers la période préscolaire. Si on regarde justement les tâches d'inhibition, notamment les mesures standardisées, les tests de performance, on peut voir que souvent les enfants de 5-6 ans ont encore de la difficulté en fait à réaliser ce type de tâches-là, bien qu'ils réussissent bien les tâches d'inhibition simple. Donc en fait, ça suggère que les réseaux frontaux, les réseaux neuronaux qui sont utilisés, en fait, qui sont mis à contribution pour les tâches d'inhibition simple ne sont pas les mêmes que pour les tâches d'inhibition dites complexes. D'où l'importance, comme je disais tout à l'heure, de finalement considérer la trajectoire développementale des enfants. Mais pas que la trajectoire développementale, en fait, comme on le disait tout à l'heure, puis comme Noémie, tu disais si bien tout à l'heure, en fait, on voit des liens avec le contexte dans lequel évolue l'enfant. Et ça aussi, ça l'a en fait, pour nous, sur le plan théorique, c'était cohérent. Comme je vous disais plus tôt, les habiletés de fonctions exécutives complexes, les enfants qui étaient dans une classe de maternelle présentaient de meilleures habiletés versus ceux qui étaient dans une classe, dans un groupe de CPE. Il y avait pas de différence avec l'âge des enfants. Donc, on a fait les analyses. Il y avait rien qui ressortait par rapport à l'âge de l'enfant. Nous, on pensait que les enfants plus vieux auraient de meilleures habiletés. Mais finalement, c'est à partir du contexte qu'on a vu des différences en lien avec la deuxième composante. Puis si on réfère aux tâches d'inhibition, cette donnée elle concorde avec différentes propositions théoriques, notamment Garon et ses collaborateurs qui suggèrent que le fait de pouvoir centrer, contrôler son attention en fonction d'objectifs internes, c'est fortement déterminé par des facteurs environnementaux. Il y a d'autres chercheurs, en fait, qui démontrent, qui l'ont proposé aussi plus récemment. En fait, on voit que les demandes qui sont rattachées au contexte éducatif, ça peut inviter les enfants à mettre en place plus d'habiletés de fonctions exécutives, notamment sur le plan de l'inhibition et de la mémoire de travail. Je pense que c'est Marc-Claude tout à l'heure que tu disais à Noémie, oui, mais si tout a été observé dans le cadre du jeu symbolique, est-ce qu'on peut penser que justement, dans un autre type de tâche où l'enfant est amené à faire une activité dirigée, où l'enfant est amené à faire, une activité motrice, est-ce qu'on va voir le même type d'habileté? En fait, effectivement, le contexte peut avoir une certaine incidence. On peut aussi penser aux attentes comportementales de l'adulte, la façon dont la gestion des comportements est faite, le ratio, ça a été mentionné aussi tout à l'heure. Il y a plus d'enfants dans les classes de maternelle, ce qui peut inviter aussi les enfants à faire plus preuve d'inhibition, notamment, parce qu'ils sont un peu plus, en fait, les attentes de la part des adultes sont peut-être plus élevées, notamment sur le plan de la gestion des comportements, de la gestion des attentes, sur le plan cognitif également.
Donc, en fait, il y a plusieurs, oui, avantages à utiliser l'observation systématique directe dans les classes. Notamment, tout à l'heure, je parlais de la limite de validité écologique, la validité aussi de sensibilité développementale. Donc, un tel outil d'observation directe, ça permet d'avoir des informations précieuses sur ce que l'enfant arrive à manifester de façon naturelle dans l'environnement éducatif. Par ailleurs, c'est quand même pas simple d'opérationnaliser les habiletés cognitives en composantes, sous-composantes, items comportementaux. Donc, ça mérite en fait beaucoup, ça prend beaucoup de temps, de rigueur pour développer un tel outil, mais ensuite, ça nécessite aussi de mettre en place un protocole de formation, d'accréditation qui est assez lourd, qui prend du temps, qui est coûteux, pour avoir justement accès à ces indices valides-là et sensibles au développement de l'enfant. Donc, c'est un outil, on le disait tout à l'heure, il n'y a aucun outil qui est parfait. Je pense que des fois, ça peut être aussi intéressant d'avoir des études qui vont utiliser plusieurs outils, donc des travaux qui vont permettre autant d'aller voir les mesures rapportées que les tâches de performance, que les mesures observées comme ça, pour avoir un meilleur indicateur, une plus grande vision, en fait, sur ce que l'enfant est en mesure de faire ici, en lien avec les habiletés de fonction exécutive. En conclusion, pour l'instant, à notre connaissance, du moins, c'est le seul outil validé qui existe pour être en mesure d'observer les habiletés de fonction exécutive chez les enfants en contexte éducatif de la petite enfance. Puis, les données ont démontré que l'utilisation de la GOF par la fidélité puis l'analyse de fiabilité aussi, l'accord interjuge qu'elle est fiable et que les construits de la grille sont valides. Et l'analyse factorielle exploratoire suggère 2 composantes. Donc, le modèle initial à 10 composantes est conservé, mais le terme résistance à l'interférence remplace maintenant le terme inhibition cognitive. Et on le voit dans la deuxième composante, donc celle dite plus complexe.